Eh bien, bonjour à toutes et tous, et donc bienvenue pour ce nouveau tuto Amaté qui va être consacré aux narrations quantifiées, donc une méthode de recueil de données à partir d'entretiens de recherche. Et on a le plaisir d'accueillir plusieurs collègues. Michel Grossetti, directeur de recherche émérite au CNRS, sociologue et spécialiste des relations personnelles et structures sociales. Nathalie Chauvac, qui est chercheuse dans une coopérative de recherche et aussi enseignante à l'Université du Mirail, Grégory Ackermann, sociologue à l'INRAE, et Quentin Chaput, qui est sociologue économiste et qui enseigne à Sciences Po. Et bien, du coup, je vais vous laisser la parole et je vais vous remercier d'avoir accepté notre invitation pour cette présentation. Donc, Michel, on t'écoute pour ton introduction. Merci beaucoup de cette invitation à partager nos essais de construction de cette méthode des narrations quantifiées. On n'en est pas encore à faire des tutos autonomes pour que les gens se débrouillent tout seuls intégralement avec cette méthode. En général, pour initier des nouveaux participants, on les amène faire un entretien. Et puis, ça suffit en général pour qu'ils se débrouillent. Et j'ai demandé à mes camarades Nathalie, Grégory et Quentin de venir m'aider parce que c'est une méthode qui est issue de la recherche, qui est très proche de la recherche et qui est encore un peu en construction. Et donc, au fond, nos regards permettent de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et en même temps les façons qu'on pourrait avoir d'améliorer cette méthode. Ok. Bon, alors, c'est quoi les narrations quantifiées? C'est pas une innovation technique particulière, c'est plutôt une façon d'articuler des choses qu'on sait faire en sciences sociales, mais qu'on fait pas forcément de la même façon qu'on le fait là dans cette approche. Donc c'est pour ceux qui connaissent la sociologie ou l'anthropologie, enfin les techniques d'entretien, c'est au fond construire des histoires sur des processus à partir de témoignages multiples et de sources multiples. Donc ça s'inspire un peu de l'histoire orale, qui est une approche qui consiste à documenter un phénomène ou un événement avec des témoignages multiples de participants ou de témoins. Ça s'inspire aussi des récits pratiques, cette approche qu'on appelle aussi parfois les histoires de vie, qui consiste à interroger des personnes qui sont dans une même situation ou qui ont vécu une même situation et à partir d'entretiens, au fond, chercher des régularités dans leur parcours ou dans leur pratique. Voilà, ça s'inspire aussi de méthodes plus quantitatives, d'études de processus. Enfin, on a mélangé différentes choses pour construire cette méthode, qui est une façon de documenter donc des processus. L'objet d'étude, c'est pas une entité, c'est-à-dire une personne, une organisation ou un territoire ou que sais-je, c'est un processus, c'est-à-dire quelque chose qui a plus ou moins un début, plus ou moins une fin, enfin des choses qui changent, quoi. Et donc l'idée, c'est de documenter ce processus, d'élaborer des récits sur la base de différentes sources, on va voir comment, éventuellement d'interagir avec les enquêtés, avec les personnes interrogées pour améliorer l'écriture du récit, puisque c'est le chercheur qui écrit le récit, c'est pas des transcriptions d'entretien. On peut utiliser on va faire des entretiens, on peut les transcrire, mais c'est pas les transcriptions qui font l'objet de l'analyse, c'est la synthèse réalisée par le chercheur, ce qui implique évidemment un certain nombre de choix d'écriture et de mise en forme de l'information. Et puis, une fois qu'on a constitué un corpus de récits, eh bien, on code un certain nombre d'informations, ce qui permet, c'est pour ça que c'est quantifié, qui permet de faire quelques statistiques, enfin, en général, au moins des statistiques descriptives, mais Quentin montrera qu'on peut faire évidemment toutes sortes de statistiques, tout dépend des données dont on dispose.
Alors, pour faire l'histoire qui commence à être longue de cette méthode, il faut remonter donc au début des années 2000 et une recherche que j'avais effectuée avec ma collègue Marie-Pierre Besse, que nous regrettons tous beaucoup, qui est décédée maintenant, sur les collaborations entre des laboratoires de recherche du domaine des sciences de l'ingénieur en particulier, puis des entreprises. Et après, bon, ça a été réutilisé, amélioré, notamment par mes camarades ici présents. Il y a eu des thèses. J'ai encore fait des jurys de thèse et j'en ai d'autres prévus qui utilisent cette méthode. Donc, elle a une petite diffusion quand même dans les milieux de la recherche, en particulier pour les personnes qui cherchent à caractériser, on va le voir, des chaînes relationnelles ou des réseaux pris dans des processus. Mais plus largement. Donc, disons, il y a une petite communauté qui émerge petit à petit autour de cette méthode et qui essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Alors, la première chose, c'est de construire un matériau narratif, mais bon, en ce qui concerne les usages qu'on a eu de cette méthode jusqu'à présent, il y avait toujours des problématiques autour des relations interpersonnelles et de leur mobilisation dans les processus. Donc, on cherchait à obtenir une information relativement précise sur certains aspects de ces processus. Mais on pourrait très bien adapter cette méthode des narrations quantifiées à d'autres problématiques et qui soit peut-être moins centré sur les réseaux. L'idée, c'est quand même que les entretiens ou les recherches d'informations sont orientés vers la saisie d'un certain type d'informations pour lesquelles on essaye quand même d'avoir des données relativement précises. C'est-à-dire c'est pas des entretiens purement ouverts ou des recherches complètement ouverte. On a quand même une idée de ce qu'on cherche, quoi. Alors, en général, ça se précise assez vite au bout de quelques entretiens, si jamais on part avec des questionnements encore pas complètement stabilisés. Donc, ce sont des entretiens classiques, tels que ça a été utilisé jusqu'à présent, et en particulier par moi. Ce sont des entretiens biographiques, à base biographique et avec des questions plus précises sur le processus qu'on essaye de documenter. Là, il s'agit de notes correspondant à un entretien avec le créateur d'une entreprise réputée innovante, donc ce qu'on appelle des startups, avec Nathalie Chauvac ici présente et puis notre ami, lui aussi décédé malheureusement, Jean-François Barthes. Nous avons documenté comme ça plus d'une centaine de créations d'entreprises et à chaque fois l'entretien est orienté par une trame biographique, on demande à la personne de raconter un peu son parcours, et puis au fil de l'histoire de la création de l'entreprise, on essaye d'orienter la discussion pour obtenir des informations qui nous intéressent. Ce qui fait que ce sont des guides d'entretien qui sont intégralement dans les relances, en fait. On ne sait pas à l'avance quelle est l'histoire qu'on va nous raconter, et donc il faut pouvoir relancer l'enquêté en fonction de ce qu'il est en train de raconter. Par exemple, si la personne nous dit quand j'étais en train de créer cette entreprise avec mon collègue machin, nous avons fait rédiger les statuts par un avocat que nous connaissions. Il faut que nous puissions assez relancer, disons, l'enquêter en disant oui, mais l'avocat, vous le connaissiez comment l'avez-vous rencontré éventuellement, d'ailleurs, comme on est complètement sans scrupules, on peut demander les coordonnées de la personne en question, de l'avocat en question, pour aller faire un entretien avec lui si ça nous semble important. Donc ça veut dire que ce sont des entretiens qu'on enregistre en général, éventuellement qu'on retranscrit, pas nécessairement. Enfin, personnellement, je les retranscris assez rarement, je les réécoute un peu. Mais par contre, je prends énormément de notes.
Et je pense que c'est nécessaire de prendre beaucoup de notes parce qu'il faut pouvoir relancer en fonction de ce qu'on vient d'entendre. Et c'est plus compliqué si on doit attendre d'avoir retranscrit l'entretien après coup, et on va s'apercevoir qu'on aurait besoin d'informations complémentaires et qu'il va falloir recontacter la personne pour les obtenir. Là, l'idée, c'est quand même en 2 heures d'entretien le plus souvent, à peu près. Bon, ça peut aller de 1 heure à 3-4 heures, ça dépend des enquêtés, de leur disponibilité, puis de ce qu'ils ont envie de raconter. Il faut essayer d'avoir une matière qui permette de reconstruire une histoire. Et donc, ça implique d'être un peu concentré pendant le... Excusez-moi pour la petite musique, là. D'être un peu concentré pendant l'entretien et de prendre des notes qui permettent de relancer immédiatement. Vous avez cité cette personne, comment la connaissiez-vous? Vous avez fait ce choix. Est-ce que vous aviez envisagé d'autres options? Est-ce que vous en avez parlé à d'autres personnes ou est-ce que vous avez décidé tout seul? Enfin, il faut s'ajuster en permanence au récit qui nous est fait, sachant que les personnes, évidemment, font pas ce récit dans l'ordre chronologique qui pourrait nous être utile, mais elles racontent les choses à la façon dont elles les ont perçues. Donc il faut pouvoir les orienter, les relancer, les laisser parler, évidemment, le plus possible quand les informations sont intéressantes. Enfin bref, ce sont des entretiens qui ressemblent à ce qu'on fait habituellement en sociologie, mais avec certaines particularités, en particulier autour de la prise de notes et de l'interaction qu'on a avec les enquêtés. Voilà, donc ça, c'est des notes que j'ai prises moi, donc vous voyez que c'est illisible. C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs, parce qu'il y a un nom propre avec un numéro de téléphone dessus. Enfin bon, d'un point de vue du respect des données, c'est pas terrible. Après, on écrit une synthèse de l'histoire. Donc ça, c'est un tout petit extrait sur un ensemble de 7 ou 8 pages. Donc c'est le chercheur qui remet de l'ordre dans les informations, un peu comme le ferait un historien à partir des sources, quoi. C'est en ça que ça ressemble à de l'histoire orale. Et en général, on fait plusieurs entretiens pour une histoire. Pas toujours, on n'y arrive pas toujours, mais le plus souvent, c'est ce qu'on fait. Et une même personne peut raconter plusieurs histoires. Par exemple, dans l'enquête sur les relations entre les laboratoires du CNRS et l'industrie, avec Marie-Pierre Besse, on s'est aperçu que chaque chercheur pouvait nous raconter 3 ou 4 histoires de collaboration avec des industriels. Et donc, pour un entretien, on démarrait, disons, 4 narrations, qu'après on complétait en allant voir les industriels concernés, éventuellement des doctorants, ou d'autres personnes concernées par l'histoire. Donc il y a un découplage entre les témoins, les personnes qu'on interroge, et l'unité d'analyse qu'on constitue, qui est un processus. Là, dans l'enquête avec Marie-Pierre, c'était des relations, des projets de collaboration sciences-industrie. Avec Nathalie, Jean-François et d'autres collègues d'ailleurs, c'était des créations d'entreprises, et puis vous verrez d'autres exemples avec mes 3 camarades. Voilà. Alors on peut analyser plein de choses à partir de ce matériau narratif. On peut évidemment faire comme le font les sociologues, des parcours de vie, étudier des parcours individuels. On peut étudier des relations interpersonnelles, puisqu'on s'est arrangé en général pour les documenter au passage. On peut analyser des relations entre organisations. On peut analyser ce qu'on appelle, nous, des chaînes relationnelles. Je vais préciser un peu ce que c'est, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. On peut faire l'histoire de l'entreprise, une histoire plus globale. Bref, on peut choisir des niveaux d'analyse extrêmement variés, et les codages que l'on va réaliser peuvent donner lieu à des fichiers qui sont tout à fait différents. L'un portant sur les entreprises, l'autre sur les personnes, l'autre sur
par exemple les séquences d'accès à des ressources, là, les chaînes relationnelles. Et voilà, donc c'est un matériau, on a constitué avec ces histoires un matériau de base qu'après on va coder. Et donc, on l'a beaucoup utilisé avec mes camarades pour documenter des chaînes relationnelles. Et donc, il faut que j'explique un peu ce que c'est que ces histoires de chaînes relationnelles. Dans les études sur les réseaux, en général, on distingue deux grandes approches. Les approches par les réseaux personnels, où on documente des relations autour de chaque personne d'un échantillon constitué de la façon qu'on veut. Et les réseaux complets, où là, on délimite un ensemble de personnes, par exemple les membres d'une même organisation, et puis on essaye d'avoir des informations sur les relations entre ces personnes de façon un peu exhaustive, en tout cas assez précise. Les chaînes relationnelles, c'est pas tout à fait pareil, c'est l'étude d'un processus dans lequel il y a une mise en contact de personnes à travers soit directement, elles sont déjà en contact et elles échangent des ressources, soit elles sont mises en contact par des intermédiaires. Et donc, c'est un autre type de problématique. Les réseaux personnels, c'est plus la question des inégalités relationnelles, du capital social, ce que certains appellent le capital social, des solidarités, des choses comme ça. Les réseaux complets, c'est plus la question du pouvoir. Et puis, dans les chaînes relationnelles, c'est l'accès aux ressources. Par exemple, comment on trouve un emploi. C'est évidemment les cas les plus classiques. Donc, les études classiques sur les chaînes relationnelles, c'est évidemment une étude relativement connue, même si elle est moins connue qu'une autre expérience de ce même psychologue, c'est Stanley Milgram sur les petits mondes. Il y a une recherche d'une sociologue américaine qui s'appelait Nancy Howell sur la recherche d'un médecin pour avorter dans un contexte où c'est interdit. Et puis, un travail assez célèbre de Mark Granovetter sur l'obtention d'un emploi. Je ne vais pas détailler ces recherches, juste pour vous donner une idée de ce qu'il y a derrière. Je prends juste le cas de Milgram. C'est une expérience qui consistait à adresser un dossier à une personne bien précise, en demandant à près de 300 personnes d'envoyer un dossier à un ami qui doit envoyer un ami, qui doit envoyer un ami, jusqu'à ce qu'on atteigne la cible. Voilà, interdiction d'utiliser son adresse. Si vous voulez, on passe par des relations interpersonnelles. Bon, et ça s'appelle le petit monde parce que les dossiers qui sont arrivés jusqu'au bout ont mobilisé des chaînes relativement courtes d'intermédiaires. Alors ça a donné lieu à tout un tas de recherches par la suite. Et c'est le phénomène qu'on appelle le phénomène du petit monde. Donc en fait, dans cette expérience, Milgram a retracé des chaînes relationnelles qui ont permis de, là c'était dans une logique expérimentale, de faire circuler une ressource. Dans l'étude de Nancy Howell, c'est pas une expérience artificielle, c'est des cas tout à fait concrets de jeunes femmes ayant avorté aux États-Unis dans les années 60, et elle a réussi à retracer la façon dont ces femmes ont pu accéder à un médecin, en général en lançant plusieurs chaînes de relations, dont au moins une finit par arriver à la solution. Et donc là, on a pu retracer, elle a pu analyser ces chaînes qui sont relativement longues. Je vous expliquerai pourquoi on considère qu'elles sont un peu longues. Parce que la ressource est relativement rare et qu'il y a des contraintes, voilà. Et enfin, alors chaque fois, voilà. Et enfin, donc le cas le plus, qui a donné lieu à des articles très célèbres, c'est l'étude de Mark Granovetter sur l'obtention des emplois, qui montre qu'il a aussi à chercher à retracer la façon dont les personnes obtenaient un emploi. Alors, toutes ne passent pas par des chaînes relationnelles. On peut quand même trouver un emploi en passant des concours, en envoyant un CV. Enfin, bref, il y a d'autres façons d'obtenir un emploi. Mais enfin,
c'est toujours une part importante des emplois qui est obtenue à travers la mobilisation de chaînes relationnelles. Et dans son cas, il a pu montrer que c'était un peu plus de la moitié et que surtout on pouvait analyser le type de relations qui étaient mobilisées et il a défendu l'idée que c'est des liens faibles qui étaient les plus efficaces pour accéder à un emploi intéressant. Alors en faisant ça, Granovetter a mis en évidence un phénomène qu'on appelle que lui a appelé le premier, et puis on a repris cette terminologie après, phénomène d'encastrement. L'encastrement d'une activité sociale en général et des activités économiques en particulier, puisque lorsqu'il s'agissait du marché de l'emploi, dans des relations interpersonnelles et des réseaux de relations, c'est ce que j'ai essayé de figurer dans ce graphique. Dans les deux premiers cas qui sont dans l'encadré, les personnes soit se connaissent directement, soit il y a un intermédiaire, ou plusieurs, là, il y en a qu'un, mais il pourrait y avoir une chaîne plus ou moins longue, qui font que la personne qui va être recrutée, puis celle qui va la recruter, mettons, si on prend l'exemple de l'accès à l'emploi, eh bien, se coordonnent à travers des réseaux de relations interpersonnelles sans passer nécessairement, mais elles peuvent aussi utiliser des moyens impersonnels de coordination, mais sans passer par... en tout cas, elles peuvent se passer de ressources de coordination que pourraient être des annuaires, des agences de placement pour l'emploi ou Internet, bien sûr, et tout ce qu'ils proposent. Voilà. Et donc, avec Jean-François Barthes et Nathalie Chauvac, nous avions essayé de caractériser la façon dont des fondateurs d'entreprises, en général ils sont plusieurs, accèdent à des ressources comme des locaux, des conseils techniques ou juridiques, des recrutements, enfin, etc., etc. Donc, dans l'histoire que nous avions reconstituée à partir des entretiens, nous sélectionnions des passages qui correspondaient à des accès à des ressources qu'on essayait d'avoir documentées proprement. Attendez, hop, je vais cliquer sur un truc qu'il ne fallait pas. Ah, il ne veut plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. Je n'arrive plus à faire défiler le diaporama. En tout cas, chez nous, ça défile. Ah, je le vois plus, moi. Attends, je vais l'enlever. Tu as peut-être réduit la fenêtre dans ton écran Big Blue Button. Tu dois avoir un tableau de présentation en bas à droite entre ta caméra. Ouais, ça y est, ça y est, j'ai récupéré la main. Ouais, ça y est, excusez-moi. Tu t'es permis d'accéder à une ressource, hein, t'oublies pas. Je sais plus où je suis, mais là vous voyez représenter des configurations, mais j'arrive pas à remonter plus haut, je sais pas ce qui se passe. Non, alors là on est aux chaînes réseau complet, réseau personnel. Attends, alors je vais essayer de... Là, il faut que tu avances. Pardon. Mais bizarrement, je n'ai pas la main, je ne sais pas pourquoi. Ah ah. Alors, pourtant, tu es toujours administrateur. Pourtant, je suis en plein écran. Attends, ce que je vais faire, je vais reprendre la main. Ouais, reprends la main, puis redonne-la moi. On va faire comme ça. Ouais. Oui, ouais. Hop, et c'est un exercice qu'on ne fait pas souvent. Hein. Et donc là, on est chaîne relationnelle dans l'accès aux ressources des fondateurs d'entreprise. Et moi, je ne vois pas ce que... Attends, j'arrive même plus à l'arrêter, là, le truc. En principe, il faut que tu reviennes dans ta fenêtre Big Blue Button. J'y suis. Alors, attends, je vais faire... Allez, ouais, ça va peut-être marcher, là. Attends, je relance. Voilà, c'est bon. Oui, il y a dû y avoir une baisse de flux de mon côté, je pense que c'est ça le problème. Là, j'ai chaîne relationnelle dans les accès aux ressources des fondateurs d'entreprise, c'est ça? Vous voyez? Et donc
Voilà, donc je peux défiler. Ouais, non, il y a dû y avoir une baisse de flux, ça arrive parfois dans mon Wi-Fi, malgré le fait que... Bon, enfin, peu importe. Tout ça pour dire que ce qu'on avait essayé de faire, c'est d'utiliser cette quantification, enfin, de mesurer pour chaque accès à des ressources, des locaux, des conseils, etc., de savoir si l'accès avait été effectué à travers des relations interpersonnelles ou par d'autres moyens, et donc de mesurer une sorte de taux d'encastrement par ressource et par moment dans le processus de création d'entreprise. Et ça permettait de mettre en évidence à la fois qu'il y a bien un effet d'encastrement, bon, ça on le trouve à chaque fois qu'on le cherche, mais de vérifier que ça évolue au fil du temps et que il y a une forme de découplage partiel de l'entreprise vis-à-vis des chaînes de relations et des réseaux. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que au fond, si je reviens à ce schéma, les deux situations du haut sont prédominantes dans les débuts de l'histoire d'une entreprise. Les gens mobilisent énormément leurs relations et puis petit à petit, ils s'appuient de plus en plus sur des ressources impersonnelles, des institutions de marché ou des moyens de coordination plus généraux, sans pour autant que les relations disparaissent. Simplement, à un moment donné, ça se stabilise à un certain niveau. Mais j'y reviendrai dans les questions si nécessaire. Alors, on peut faire ça, donc étudier les effets d'encastrement, caractériser les chaînes relationnelles. On peut aussi reconstituer des configurations un peu plus complexes, dans lesquelles on peut mettre des personnes, des organisations, des ressources, enfin un certain nombre d'informations. Donc je vais prendre un cas que je prends, ça fait au moins une centaine de fois que je le présente, donc Quentin est mort de rire évidemment parce que j'ai d'autres collègues qui me connaissent aussi. Donc c'est une enquête donc, qui est issue de l'enquête faite avec Marie-Pierre Besse sur les collaborations entre les laboratoires du CNRS et les entreprises. Donc à droite, vous avez une série d'organisations académiques, un groupe d'écoles d'ingénieurs, une école, un laboratoire, avec un petit groupe à l'intérieur du laboratoire, enfin bon bref, toute l'organisation académique classique. À gauche, c'est une entreprise dont je ne dirai pas le nom, mais qui fait des avions dans la région du Sud-Ouest. Et donc on a une configuration dans laquelle un des étudiants de Master 2, dirions-nous aujourd'hui, qui est inscrit avec un des enseignants de l'équipe de recherche, cherche une entreprise pour faire une bourse, une thèse en contexte industriel, donc via une bourse CIFRE. Et donc, après avoir exploré les relations que le laboratoire a déjà avec des entrepreneurs, avec des industriels, il s'appuie sur son propre père qui travaille dans cette entreprise qui fait des avions pour contacter un chef de service. Et finalement, c'est sur la base de cette chaîne relationnelle là, qu'on peut retracer que se construit une collaboration entre l'entreprise qui fait des avions et le laboratoire qui est spécialisé dans les questions d'électricité de puissance. Voilà. Et donc après, une fois que les gens sont mis en contact, eh bien tous les services juridiques, etc., de l'entreprise et du CNRS en l'occurrence se mettent en action. Et donc au fond, l'initiative échappe un peu aux individus pour devenir, au fond, le fruit de l'activité des organisations en tant que telles. Donc, c'est ce qu'on appelle un processus de découplage. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut reconstituer comme ça des situations assez complexes. Il a fallu 5 entretiens là, pour documenter ce cas. Et alors pardon, je n'appuie pas là où il faut. Et puis bon, là je vais pas prendre le cas, mais il y a des cas où c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on part de relations entre organisations et puis certaines personnes s'approprient la relation pour elles-mêmes. Bon, j'ai tellement honte de ces graphiques que je vais pas les commenter, mais disons que de façon détaillée, mais disons que là on a deux services qui sont dans deux entreprises différentes, qui vont, à la suite d'une histoire assez compliquée que je ne vais pas détailler, se réunir pour fabriquer une nouvelle entreprise qui est une start-up qui va connaître un certain succès.
dans le domaine de l'analyse automatisée d'images, de la recherche d'informations sur des images. Je passe là-dessus. Voilà, donc pour finir un peu sur cette méthode des narrations quantifiées, alors elle a beaucoup d'avantages. C'est pour ça que les collègues commencent à l'utiliser, même si c'est pas une explosion, il n'y a pas des milliers de tentatives de l'utiliser, mais enfin quand même, je vois de plus en plus de thèses et de recherches en sociologie, en gestion, en économie hétérodoxe, disons, en géographie aussi. Notre collègue Jocelyn Talek qui utilise cette méthode aussi de façon très pertinente. Donc l'intérêt, c'est que elle est relativement économe. Ce sont des entretiens de 2 heures à partir desquels on peut reconstruire une histoire. Alors évidemment, en général, il faut faire plusieurs entretiens, pas toujours, ou compléter l'entretien par des sources juridiques ou administratives diverses. Donc par rapport à ce qui impliquerait une ethnographie, par exemple, c'est beaucoup plus rapide. C'est plus efficace que des entretiens classiques de sociologie qui porteraient sur des personnes et qui se centreraient uniquement sur ces personnes et donc auraient du mal à documenter des phénomènes collectifs, des processus collectifs. C'est assez flexible et adaptable à des problématiques diverses. C'est robuste. En général, les résultats qu'on obtient sont assez comparables d'une enquête à l'autre. Donc, on est assez rassuré, malgré le fait qu'il y ait un certain arbitraire dans le codage. On va pouvoir y revenir. Mais en général, on documente suffisamment de cas pour que les régularités apparaissent sans trop de difficultés. Parmi les avantages, il y a aussi le fait que ça permet aux gens qui sont très forts en qualitatif de faire un peu de quanti et donc de discuter plus facilement avec d'autres collègues qui sont plus orientés vers le quantitatif. Et réciproquement, ça encourage les gens qui savent faire que des statistiques à aller faire des entretiens, à parler avec des vraies personnes. Avoir des vrais gens, à sortir de devant leur écran, et donc c'est pas mal, quoi. Ça a un effet de mise en contact de chercheurs qui ont des habitudes un peu différentes. Alors il y a des problèmes qu'on essaye de résoudre collectivement, enfin on les résoudra jamais complètement, je pense, mais qui sont liés au fait que évidemment on écrit une histoire. C'est pas les personnes qui l'écrivent, même si on peut leur demander de la compléter, de l'amender. Alors une petite remarque, parfois on n'envoie pas la totalité de l'histoire aux personnes qu'on a interrogées, parce que il peut arriver que des personnes nous aient dit des choses qu'elles n'avaient pas dites aux autres participants. Donc il faut quand même faire attention à la façon dont on partage l'information. Ça demande donc de faire un certain nombre de choix. Bon, en général, on s'en sort en se mettant à plusieurs, en discutant, mais sinon, il faut admettre une certaine imprécision, c'est pas forcément très grave. Il faut avoir une ontologie assez précise, ça c'est plus embêtant parfois, pour certains. Mais à partir du moment où on a des catégories qui permettent de faire des codages, on s'en sort assez bien. Le risque, c'est souvent que des jeunes chercheurs ou des collègues veuillent aller vite et faire d'entretiens très courts, ne pas prendre le temps de bien comprendre les histoires. Enfin bref, il peut y avoir évidemment toutes les formes le risque de simplification qu'implique ce type d'enquête par entretien. Il y a des cas où ça marche pas, ça marche pas, c'est pas utile, quoi. Et ça, il faut en être conscient. Ça marche bien quand on peut identifier des situations précises d'accès à des ressources, de mobilisation de personnes, par exemple, dans ce qui nous concerne. Bon, il y a des cas où c'est pas ça. Par exemple, dans notre cas, si les entreprises étaient sur des marchés assez massifs et que les clients pouvaient les contacter via Internet, il n'y avait pas besoin enfin, la méthode ne permet pas de faire grand-chose d'intéressant. Voilà.
Bon, ça c'est quelques publications. Moi j'ai fini, donc à peu près dans les temps que je m'étais fixé. Benoît, je ne sais pas si tu veux qu'on prenne un petit temps de questions avant qu'on enchaîne ou... Si, il n'y a pas eu de remarques particulières dans le chat. Je ne sais pas si des Alors, je participants passe veulent à... poser une question à l'oral ou dans le chat, c'est le moment. Donc moi, avant de passer la main à Nathalie pour qu'elle poursuive la présentation, j'ai juste une question un peu qui est à la fois méthodologique et puis aussi question de logistique d'enquête. C'est-à-dire que l'entretien, par exemple, biographique, on s'adresse à une personne, c'est notre unité d'analyse, c'est elle qu'on fait parler. Ici, tu as bien insisté sur le fait que l'unité d'analyse, c'était les processus, c'était les narrations quantifiées. Et donc, quand tu commences un entretien avec une personne, tu ne sais pas combien de processus il a à te décrire. Est-ce que tous ces processus seront intéressants ou pas? Tu sais, en termes de conduite d'enquête, est-ce que vous prenez tout ce qu'il raconte ou est-ce qu'à un moment, il y a une direction de l'entretien qui fait que ça élimine certains processus? Et est-ce que ça peut être compliqué à prévoir sur le plan logistique, terrain d'enquête? Est-ce que ça peut être des entretiens qui peuvent se réaliser en distanciel ou pas? Voilà, quelques questions là sur la première présentation. Oui, on va, les personnes qu'on va interroger, on a pris des informations sur ces personnes et sur les comment dire, les processus qui nous intéressent et auxquels elles peuvent être liées. Donc, dans le cas des relations sciences-industrie, on savait pas à l'avance le nombre de... On savait que ces gens avaient été impliqués dans des collaborations, puisqu'on était parti avec Marie-Pierre Besse d'une base de données du CNRS sur les relations sciences-industrie, donc là, on avait sélectionné un certain nombre de cas. Et c'est sur le terrain qu'on s'est aperçu qu'ils pouvaient nous raconter d'autres histoires. Mais on savait qu'ils en avaient au moins une à raconter. Bon, après, celui qui en a raconté le plus a dû raconter 4 ou 5, c'est pas non plus... voilà. Dans le cas des créateurs d'entreprises, ils avaient pu... Alors, il y a des cas où ils avaient participé à plusieurs... Ça m'est arrivé, moi, d'ailleurs, de tomber sur ce cas-là. Ils avaient créé plusieurs entreprises. Donc, il y a eu des serial entrepreneurs. On s'adapte en fonction de ce que les gens nous racontent. Les processus qui nous intéressent dans le premier cas, c'est des collaborations sciences-industrie. Donc, chaque fois qu'il y en avait une, on essayait de la documenter. Dans le deuxième cas, c'était des créations d'entreprises. On essayait d'en savoir le plus possible sur le... voilà. Mais encore une fois... bon, c'est pas non plus des centaines de cas, de processus pour une même personne. Et puis, on va pas voir les personnes au hasard quand même. On essaye d'avoir des informations avant. Voilà. Et après, bon, je pense que ça peut se faire à distance, oui. J'en ai fait par téléphone, moi, quelques fois. Un type qui était sur une autoroute d'ailleurs, il n'y avait pas d'autre moment pour me parler. Il m'a dit, ah, je dois arrêter parce que j'arrive au péage à pied à les flics. Mais ça peut se faire sûrement en visio aussi. Bon, après, évidemment, c'est plus riche quand c'est en face à face, mais bon, on s'adapte toujours aux situations. Hein. Bien, voilà. Merci. Du coup, Nathalie, tu as la main sur la présentation, donc au principe, tu peux faire défiler les diapos. Ah, je peux? Ok, je vais essayer. Bon, on commence tout de suite alors. Voilà. Est-ce que vous m'entendez assez ou est-ce que je mets le casque? Non, c'est très bien. Ok. Donc, voilà, je m'appelle Nathalie Chauvac, je suis sociologue. Je suis sociologue dans une coopérative de recherche en sciences humaines. C'est une espèce d'ovni dans le monde de la recherche et j'y reviendrai à la demande des organisateurs. Et je suis aussi enseignante associée à l'Université Toulouse-Jean Jaurès dans 2 masters, le master MIS en intervention sociale et solidarité et réseau sur justement des choses autour des réseaux et du numérique. Alors déjà, j'ai posé le problème, une coopérative de recherche en sciences humaines, qu'est-ce que ça peut bien être? En plus, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Alors, il y en a au moins 2 dans le public qui savent très bien ce que c'est parce qu'ils ont participé à la fondation, c'est Michel et Grégory.
Mais une société coopérative d'intérêt collectif, c'est une coopérative, donc toute voix égale, toute personne égale une voix, mais un peu particulière parce qu'elle a été créée pour pouvoir intégrer des bénévoles, des institutions, et aussi pour limiter, la possibilité de redistribuer des bénéfices qui seraient issus de fonds publics. Donc, ça fait que c'est une structure très, très solide pour mettre en place des partenariats, par exemple, ou mettre en place par exemple, de la recherche qui est dans un intérêt collectif. En revanche, si on veut faire beaucoup de profits et dégager beaucoup de bénéfices pour des associés gourmands, c'est peut-être pas la bonne solution. Voilà, qu'est-ce que c'est d'autre? Alors, School, c'est une société un peu particulière parce qu'on a 4 collèges, dont un collège scientifique, dans lequel sont des scientifiques bénévoles, c'est important à dire, qui viennent soutenir le développement de la coopérative, qui ont aidé à monter des projets, qui ont aidé à chercher des financements par moment, et qui peuvent intervenir pour donner leur avis sur une production, quelque chose comme ça. Il y a un autre collège avec des institutions, dont le laboratoire, qui a participé à la création de la coopérative, et puis des bénévoles qui peuvent être d'anciens salariés ou des gens qui veulent soutenir la coopérative. Voilà, et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est qu'on participe, en fait, on a une activité en étant soit dans d'autres projets de recherche associés par des chercheurs, soit en développant nos propres projets, ou on peut être en sous-traitance aussi, soit d'acteurs de la recherche ou d'acteurs hors recherche. Par exemple, là, on nous a demandé, ma collègue Marie a fait des parcours résidentiels d'habitants du Mirail, qu'elle a fait les entretiens, elle a retranscrit les entretiens avec, bien sûr, une aide d'une intelligence artificielle, et puis on les a remis, mais on n'a pas participé à l'analyse, mais ça pourrait être aussi participer à l'analyse. Voilà sur la coopérative. Si vous avez d'autres questions, vous me direz à la fin. Donc, School, c'est une coopérative de recherche en sciences humaines. Ça veut dire qu'on a un projet de recherche. Et ce projet de recherche, il est un peu particulier puisqu'il est lié à la méthode des narrations quantifiées. Et la méthode des narrations quantifiées est dans l'objet social de School, puisqu'on a comme objet social de la développer en menant des recherches, la mobilisant de manière à augmenter les connaissances portant sur les processus sociaux, mais aussi de rechercher et développer des outils et méthodologies innovantes concernant l'élaboration de protocoles de recueil et de traitement de données en sciences humaines et sociales. C'était en 2013. Bon, il y a encore du boulot à faire, et voilà l'objet social. Ça veut dire que ce projet de recherche s'est décliné en 4 temps pour la méthode des narrations quantifiées, avec 4 axes, je veux dire. Optimiser la méthode avec l'usage de logiciels, et j'y reviendrai ensuite. Élargir son usage en essayant de l'utiliser sur différents terrains pour différentes questions de recherche. Et puis ensuite, voir ensuite comment on pouvait travailler sur l'articulation entre les séquences et le contexte. Et enfin, depuis 2020, on a rajouté travailler sur l'enrichissement des données collectées à travers des échanges avec les personnes concernées dans le cadre de recherche participative. Alors, le premier point, c'est optimiser la méthode. Donc, ce dont je vais vous parler là, c'est l'usage que je fais personnellement et qu'on a fait dans plusieurs projets de recherche de ce qu'on appelle un CACDAS. Je pense que dans ce groupe, les CACDAS, ce n'est pas inconnu. En fait, les CACDAS, c'est des logiciels qui permettent de faire de l'analyse qualitative, mais qui ne la font pas tout seuls, mais qui permettent d'outiller l'analyse qualitative. Il y en a pas mal, mais il y en a un qui est assez connu qui s'appelle NVivo, et c'est celui sur lequel je me suis appuyée depuis ma thèse, avec des limites que je vais aborder, mais qui présente un certain nombre d'avantages pour nous. Alors, Michel vous l'a très bien expliqué, et je ne vais pas y revenir. Pour faire de la méthode des narrations quantifiées, on part en général d'un matériau qualitatif. Je reprends exactement ce qu'il dit, c'est-à-dire des entretiens dans la plupart des cas, mais on peut le compléter avec d'autres données. Par exemple, un CV, si on est sur une trajectoire professionnelle, ou un site internet d'une entreprise, ou un document que nous fournit l'entreprise, ou plusieurs entretiens.
Et c'est l'ensemble de ce corpus, de ces matériaux qualitatifs qui sont utilisés pour faire une synthèse. Cette synthèse, nous, on s'engage à la retourner aux enquêtés pour qu'ils puissent aussi l'enrichir, la compléter, et qu'on soit d'accord sur la manière dont on a analysé l'histoire. Et ensuite, il s'agit de repérer les séquences d'accès à des ressources. Donc, c'est là qu'intervient NVivo, qui va pouvoir nous être utile pour repérer, non pas pour repérer automatiquement ces séquences d'accès à des ressources, mais pour pouvoir les identifier en détournant une fonction d'encodage automatique basée sur une feuille de style. Bon, si vous voulez des détails, je peux vous expliquer. Mais en faisant ce système d'encodage automatique sur une feuille de style, on va automatiquement générer un tableau avec toutes les séquences et pouvoir les documenter. C'est ce que vous voyez sur l'écran. C'est-à-dire qu'on a si je suis là, on voit un entretien, puis on voit, je ne sais pas si vous voyez, mais en tout petit, on voit le nom de la séquence, la fonction d'encodage automatique, comme j'ai mis une feuille de style, en fait un cas, et ce cas peut ensuite être renseigné pour faire un tableau avec toutes les données sur ce cas. Ça veut dire que dans NVivo, ce que NVivo appelle des cas, c'est les unités statistiques. Si on est sur une étude de trajectoire professionnelle, on pourrait se dire que l'unité statistique, c'est l'individu. Mais là, on va avoir des sous-cas. Et en réalité, on trouve l'unité statistique dont parlait Michel, c'est-à-dire à chaque fois, c'est les accès à des ressources, le processus d'accès à des ressources. Et c'est ce que j'arrive à faire avec NVivo, qui me permet d'aller beaucoup plus vite que de devoir saisir les données à la main, etc. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est les allers-retours entre qualitatif et quantitatif. Parce que c'est un des intérêts de cette méthode, c'est de faire des allers-retours permanents. On peut aller voir, en cliquant simplement sur la ligne concernée, les extraits de texte concernés et se dire, bon, est-ce que finalement c'était ça? Est-ce qu'on peut l'identifier autrement? Est-ce qu'on peut le coder comme ça? Et c'est très intéressant, très enrichissant. Et le tout avant de l'exporter vers SPSS ou R pour faire des travaux, des analyses plus poussées. Il y a un autre aspect que je voudrais souligner, qu'évoquait un peu Michel sur la méthode des narrations quantifiées, c'est l'intérêt qu'elle présente pour travailler les données qualitatives ou quantitatives. C'est-à-dire c'est un peu, moi je considère que c'est un petit peu comme une pâte levée, où on va travailler la pâte plusieurs fois, on va la reprendre, on va la laisser monter, puis on va la retravailler. Et le fait d'utiliser cette méthode fournit l'occasion de le faire et de le faire en groupe. Je me rappelle des échanges qu'on avait eus sur les entreprises innovantes avec Jeff et Michel, avec des débats sur comment coder telle et telle chose. Est-ce qu'on crée une nouvelle variable? Ce qui est tout à fait possible, justement. Contrairement à un questionnaire, si on n'a pas posé une question, mais qu'un thème devient récurrent dans l'entretien ou dans l'histoire, on peut créer une nouvelle variable et ensuite coder les éléments nécessaires. C'est cet aller-retour que je trouve le plus intéressant et cette manière de nous plonger dans les données, ce qu'on oublie souvent de faire, parce que quand on passe au quanti, on pourrait avoir tendance à oublier la manière dont elles ont été construites, ces données, la manière dont elles ont été collectées et le contexte dans lequel la personne a répondu ça. Bien sûr qu'on utilise l'intelligence artificielle actuellement pour... moi, je retranscris des entretiens, mais pour retranscrire des entretiens, par exemple, ça accélère le processus, même si ce n'est pas parfait. Je l'ai testé aussi pour faire d'une synthèse. Bon, à mon avis, il reste toujours qu'il y a un intérêt à s'approprier les données pour les travailler. Et ça, même si on gagne du temps avec une synthèse, même en donnant des ordres à une IA pour qu'elle recherche les accès aux ressources, le fait de s'approprier les données nous aide à aller plus loin dans l'analyse. Voilà les intérêts pour moi de l'usage d'un CACDAS. Les limites, c'est le coût d'un niveau qui est de plus en plus cher, qui devient complètement prohibitif et qui encourage à craquer le logiciel, à mon avis. Et puis, mais bon, on ne doit pas dire ça, donc je ne devrais pas le dire. Et puis, d'autres choses aussi. Par exemple, on est obligé de sortir de NVivo pour aller faire les stats sur SPSS ou sur R. Donc, ça signifie que si on reconstruit une variable sur SPSS,
il faut réimporter le tableau sur NVivo si on veut recaler. Enfin, il y a des petites choses comme ça qui sont dommages. Voilà, et c'est essentiellement ça le problème que j'avais noté, je crois, les limites. Voilà, j'avais regardé sur Qualcoder, mais pour l'instant, cette possibilité de faire des coûts sous cas n'est pas possible sur Qualcoder à ma connaissance. J'avais même posé la question sur le forum, mais moi, je ne sais pas le faire et je crois que ça n'a intéressé personne pour l'instant. Je crois que c'était ça. Je vais vous donner un autre exemple avec un autre type de logiciel. C'est un travail sur des choses plus innovantes, sur les Fab Labs. Là, pour le coup, c'est des entretiens collectifs qui ont été faits avec des Fab Labs. Je n'explique pas ce que c'est que des Fab Labs. C'est des lieux un peu particuliers, hybrides, où on peut venir fabriquer, construire et qui vont, on va dire, aider à construire des projets à partir d'outils de fabrication numérique. En Occitanie, avec deux makers, Antoine et Adrien, et puis avec Laurence Cloutier, une autre des fondatrices de School, on a mené une enquête auprès de 26 Fab Labs parce qu'ils nous disaient tout le temps qu'ils travaillaient en réseau et qu'ils faisaient réseau et qu'on voulait comprendre ça. Donc, on a identifié ce que ça voulait dire pour eux et ça voulait dire travailler avec des tas de partenaires qu'ils mettaient en lien. Donc, on leur a fait dessiner leur réseau en utilisant Network Canvas. C'est une version de Network Canvas que j'avais découverte par le projet EgoNet qui est porté à Louvain. Ça permettait de discuter avec eux de ce qu'ils voyaient en face et de voir comment ils réagissaient à ce réseau. C'est-à-dire qu'on leur demandait à la fois d'identifier les partenaires, qui ils étaient, s'ils avaient des liens entre eux, les positionner sur un cercle de proximité comme on le voit là. Mais bien sûr, on leur a demandé comment ils avaient eu accès à ces partenaires. Parce que pour les Fab Labs, les partenariats sont des ressources essentielles. C'est grâce à eux qu'ils vont trouver des idées, des projets, des adhérents, des financements, etc. Donc, on a considéré que la ressource, là, c'était accéder à un partenaire. Et on a travaillé sur comment on accède à ce partenaire. Et ça nous a permis d'avoir d'autres résultats que je vais vous montrer ensuite. Mais il faut que vous sachiez d'abord qu'on a aussi fusionné les différents réseaux pour voir comment ils étaient interconnectés. C'est ce que vous voyez en tout petit. Bien sûr, on a exporté les données de Network Canvas vers CSV pour faire des stats et ensuite pour refaire ce réseau. Alors, je passe à la diapo suivante. Alors, commencent nous les partenariats. C'est là qu'on voit qu'en plus de l'analyse de réseau classique, en plus de l'analyse thématique des entretiens collectifs qui sont parfois longs qu'on a fait, il faut que vous sachiez qu'on a aussi utilisé un questionnaire pour qu'ils nous parlent de tout ce qu'ils faisaient dans leur lieu sans phagocyter le temps d'entretien. Eh bien, on leur a demandé comment ils avaient trouvé ces partenaires. Et ça a permis de faire émerger déjà l'importance des événements. Les événements dans ces lieux-là, c'est très important parce que ça permet à des gens qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas de connaissances, de venir et de découvrir et de faire savoir à des gens qui sont extérieurs à cet univers. La photo que vous voyez là est une photo d'un des premiers Fab Lab Festival où il y a eu plusieurs milliers de personnes qui ont défilé dans le lieu où était basé School à l'époque pour voir ce que c'était que cette histoire de Fab Lab, de machines, etc. Et on nous raconte dans les histoires qu'il y a des partenariats qui se sont noués, par exemple avec Continental, avec Airbus, à ce moment-là. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'on retrouve ce qu'on avait vu dans les entreprises innovantes ou dans d'autres collectifs. Il y a vraiment une dépendance forte des relations personnelles. Et là, on retrouve les chaînes relationnelles et des relations personnelles, notamment professionnelles, à peu près 40%. Ça signifie que aussi, ça veut dire que c'est très lié au contexte. Le contexte socio-économique, ce que nous montre l'analyse des accès aux ressources au partenariat, montre que le contexte socio-économique va jouer un rôle par le fait que ces partenariats sont liés aux relations personnelles et notamment professionnelles des porteurs et des membres du Fab Lab. Si on prend deux cas, celui de Tarbes et celui de Limoux. Tarbes, c'est une petite ville, mais il y a beaucoup d'industries. On fabrique des obus, c'est à la mode, mais on fabrique aussi des pièces pour l'aérospatiale et différentes choses de l'industrie. Beaucoup des personnes qui fréquentent le Fab Lab sont liées à cet univers professionnel et vont développer des partenariats par l'intérieur de cet univers professionnel avec des moyens conséquents. À Limoux, c'est une zone en pleine déshérence industrielle, on va dire, à part les bulles de Limoux.
Et donc, les partenariats sont tout aussi nombreux, mais ils sont tournés vers des structures d'insertion, avec beaucoup moins de moyens. Et on voit bien que là, il y a une dépendance au type de relations personnelles et professionnelles que peuvent avoir les porteurs du projet. Or, ces relations dépendent des individus. Les moyens de ces entreprises ne sont pas ceux des entreprises innovantes. Et ça, enfin voilà. Et donc, il peut y avoir des départs, il peut y avoir des bénévoles qui s'en vont. Donc, il peut y avoir une perte des relations quand elles n'ont pas eu le temps de se découpler et de devenir des relations entre institutions. Mais leur avantage, c'est qu'ils mutualisent les partenariats. Et ça se voit, par exemple, dans un exemple, une entreprise, un Fab Lab qui est à Carcassonne avait commencé à travailler sur le plastique recyclé avec une PME locale qui venait fabriquer des choses dans le Fab Lab, mais qui avait aussi des salariés qui étaient un peu investis suite à ça dans le Fab Lab à titre bénévole. Et ils ont proposé de monter un projet. Ils ont associé d'autres Fab Labs de la région qui se sont ainsi créés des liens dans ce système-là. Voilà. Alors, j'ai fini. Je voulais juste te dire que, en conclusion, ce que je voulais dire, ouais, c'est bon. Que pour moi, faire l'analyse des chaînes relationnelles, c'est ouvrir un peu la boîte noire qui permet de comprendre comment se construisent des trajectoires ou des cheminements individuels ou collectifs, des projets, des Fab Labs. Et c'est mettre en évidence à la fois leur encastrement dans les relations professionnelles, mais aussi le rôle ou l'absence des dispositifs ou des intermédiaires. Et ça va permettre aussi de mettre en évidence des inégalités sociales quand on travaille sur des parcours individuels, particulièrement, et face à des ressources, face à la manière dont elles se renforcent, ces inégalités, en fonction des situations initiales ou au contraire, la manière dont des individus vont pouvoir ne pas être condamnés à être assignés à des situations précaires ou défavorisées. Dernier point, la méthode des narrations quantifiées s'est aussi avérée un outil de partage de résultats de recherche assez robuste, que ce soit avec des personnes concernées ou des professionnels de l'accompagnement, par exemple. Je vous ai montré je vous ai pas dit ce que c'était tout à l'heure, la photo d'un jeu. On a même fait un jeu qui sert à partager des résultats de la recherche sur les trajectoires d'habitants et de jeunes avec soit des personnes concernées, soit des professionnels, soit des parents. Merci. Bien, ben, merci Nathalie pour cette Alors, une dernière diapo juste avec les... Voilà. Avec les références qui vous permettront d'aller plus loin. Je ne sais pas, dans le chat, il n'y a pas eu de remarques. Je ne sais pas s'il y a besoin de précision ou pas. Du coup, je donne la main à Grégory. Ouais. Hop. C'est ouais, peut-être on va continuer dans les présentations. Nathalie, je poserai peut-être après une discussion à la fin. Ah non, attends, est-ce que j'ai fait quelque chose pour toi, Grégory, mais je ne sais pas si je t'ai donné la main. Tu peux juste avancer hein, si tu veux. Il y a pas de. J'ai pas beaucoup de planches, donc ça sera facile. Ah, attends. Donc, je te voyais voilà. Tout à l'heure. C'est qui? C'est Nathalie qui avance maintenant, c'est ça? Bah alors c'est bon, on peut continuer comme ça parce que j'ai que 6 planches, dont 2 avec juste des questions. Je voulais aborder 2 points en fait, un peu en prolongement de ce qui a été exposé par Michel et Nathalie. Effectivement, on peut étudier des processus avec cette méthode des narrations quantifiées, mais on peut aussi se centrer, aussi en plus de se centrer sur un processus, se centrer sur des individus qui portent ces processus et regarder notamment comment leurs caractéristiques sociales, par exemple, ou la forme de leur réseau, la structure de leur réseau, ou des types de relations qu'ils entretiennent vont avoir un effet sur ce processus. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Donc sur la planche suivante, je ne sais pas si ça marche. Voilà, sur la planche suivante, c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, c'est une méthode qui, certes, elle se centre sur un processus. On entend parfois des collègues qui nous disent « Oui, mais alors qu'est-ce que vous faites des caractéristiques sociodémographiques, il n'y a plus d'effet de genre, il n'y a plus rien là-dedans, il n'y a qu'un processus qui est comme ça découplé, on va dire, des caractéristiques sociales ou de la position sociale des acteurs. » Et en fait, on peut regarder aussi la manière dont ces processus sont dépendants
des caractéristiques des individus et notamment du fait qu'on regarde leurs relations et on sait bien, il y a beaucoup de travaux qui montrent que la structure des réseaux personnels sont liées aux caractéristiques des individus, notamment en termes de trajectoire de vie ou bien en termes de niveau de diplôme, etc. Donc, ça permet aussi, de manière un petit peu détournée, de regarder comment, justement, les caractéristiques des personnes qui portent ces processus entrepreneuriaux, qui sont parfois des créations d'entreprise, mais parfois des choses plus individuelles, qui peuvent être des changements de vie ou des changements de pratiques alimentaires. Moi, j'ai étudié, par exemple, comment ça peut avoir un impact. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire en premier lieu. Et puis, sur la planche suivante, ça, c'est un travail qui va être publié normalement dans les jours qui viennent dans Économie rurale, donc j'en fais un peu la pub, qui est un travail d'une doctorante qui va bientôt soutenir sa thèse le 18 mars, qui s'appelle Yentel Desroches-Lédier, et qui a montré notamment qu'il y avait en fait un réseau des entrepreneurs en fait, qui entreprenaient avec lui. Et donc, ça montre toute l'importance aussi du type de lien. Quand on peut, avec cette méthode, aller jusqu'à regarder les types de liens donc, qui vont avoir un impact sur le processus. Là, c'était des processus, on va dire, entrepreneuriaux d'agriculteurs. Et de voir, par exemple, que certains types de relations vont avoir plus tendance à amener des ressources sans que les entrepreneurs en aient été à l'initiative. Et puis, d'autre part, que d'autres types de relations vont être plutôt des relations pour lesquelles l'entrepreneur devra aller solliciter la personne pour aller obtenir des ressources. Donc, ça permet d'aller travailler aussi des hypothèses sur la manière dont un réseau et donc qui dispose finalement de ressources, mais comment ces ressources circulent et comment l'entrepreneur en est à l'initiative ou pas. Donc voilà, c'était un premier prolongement que je voulais mettre en discussion avec vous. Et puis le deuxième, c'est plus méthodologique, parce qu'on est quand même dans un séminaire méthodologique. Donc, sur la planche suivante, je voulais faire un prolongement en s'intéressant à l'intelligence artificielle et aux grands modèles de langage. J'ai vu que vous aviez eu une séance il y a quelques jours, donc vous êtes à mon avis super calé sur ça, mais on peut effectivement utiliser ces nouveaux outils pour faire un certain nombre de tâches qui sont les étapes méthodologiques qui ont été affûtées un peu dans cette méthode, et on peut en confier un certain nombre à l'intelligence artificielle. Alors, j'ai fait beaucoup de tests, mais je ne peux pas encore vous donner la recette, mais j'ai quand même des prémices de recettes, on va dire, pour essayer de bien utiliser ces outils d'intelligence artificielle et les combiner avec cette méthode des narrations quantifiées. Alors, sur la planche suivante, en fait, pour les utiliser, ces grands modèles de langage, donc je ne reviens pas dessus parce que j'ai vu que vous avez eu ce séminaire, donc tout le monde sait ce que c'est, ou ceux qui, sinon, ne savent pas, ils pourront aller regarder cette séance précédente. En fait, l'idée, c'est d'utiliser en plus de ces outils, avant d'utiliser ces outils directement, plutôt que leur donner juste un prompt avec des phrases en français, c'est de leur donner une ontologie. En fait, en leur donnant un fichier OWL qui va vraiment définir les différentes classes, donc les différents concepts de l'ontologie. Donc là, Michel en a parlé tout à l'heure, que c'était une des limites, c'était de bien définir l'ontologie de ce qu'on étudiait, parce que comme on quantifie dans cette dimension quantification de cette méthode, on est obligé d'aller définir qu'est-ce que c'est qu'un individu, qu'est-ce que c'est qu'une ressource, qu'est-ce que c'est qu'une relation, qu'est-ce que c'est qu'un mode d'accès via une relation ou un mode d'accès qui n'est pas via une relation. Après, il peut y avoir des typologies de relations, et il peut y avoir des typologies de ressources. Et donc, on est obligé en fait de définir tout ça. Et quand on le définit de manière, avec le langage informatique des ontologies, en fait, on peut ensuite donner cette ontologie au modèle de langage. Donc, moi, j'ai utilisé ChatGPT, mais enfin, on peut utiliser à mon avis, n'importe quel, tous les autres de la même manière. Et du coup, en fait, il va s'en tenir, en gros, à ce qu'on lui a donné. Donc, ça va permettre de limiter des biais. D'une part, il ne va pas aller chercher des choses qu'il n'y a pas dans l'ontologie. Et d'autre part, il va s'en tenir à ce qu'il y a dans l'ontologie. Donc, ça permet, en fait, de cadrer la manière d'analyser les récits qu'on aura produits.
Voilà. Et ensuite, on peut lui donner un récit. Donc, c'est ce que j'ai fait plusieurs fois, et ça marche avec des extraits, mais ça marche avec des récits complets, et lui dire d'appliquer en fait une analyse en fonction de l'ontologie, et ça permet de créer ensuite un fichier RDF qui va être en fait un résultat des liens entre les entités qui sont donc des individus et des ressources. Et puis parfois avec des intermédiaires qui sont d'autres individus ou des dispositifs. Voilà. Donc sur la planche suivante, je vous ai juste mis un graphe qui vous donne, là, vous voyez par exemple la manière dont ChatGPT a produit un fichier RDF qui va ensuite on peut le lire comme ça avec des outils de visualisation. Alors on voit rien, mais c'est juste pour vous montrer qu'en on voit rien, on pourrait zoomer, hein. Mais en fait, en un passage, il est quand même capable d'identifier vraiment un grand nombre de ressources, avec également des dates. Donc, vous voyez, là, c'est des produits, les ressources, puisque c'est un entrepreneur qui a, au moment du Covid, qui a réuni des producteurs pour organiser un marché dans son village pendant le confinement. Et donc, il est allé chercher différents producteurs, des fromagers, des producteurs d'asperges, des producteurs de fraises, etc. Et donc, pour les trouver, il est passé par ces relations, parfois, d'autres fois, il est passé par des annuaires. Et donc, on peut de cette manière-là, en fait, capter un petit peu l'ensemble des ressources et des médiations avec un résultat qui ressemble finalement à d'autres choses qu'on avait testées il y a quelques années avec Jean-François Barthes, d'ailleurs, dont Michel a parlé, où on avait essayé de cette manière de visualiser comme ça des réseaux à partir de la méthode neuronale quantifiée. Là, en fait, avec la logique d'ontologie, alors c'est pas tout à fait la même chose parce que c'est des liens entre des concepts, mais finalement dans les réseaux de Michel, il y a toujours eu ces liens entre des concepts parce qu'il y a des liens entre des individus et des ressources. Donc ça ressemble complètement à ce que sont les ontologies en informatique. Voilà, donc d'autres développements sûrement qui pourront être utilisés avec l'intelligence artificielle, c'est peut-être effectivement de produire des récits à partir de plusieurs documents, parce que maintenant, avec ChatGPT, là, on peut lui fournir des documents. Donc, on pourrait lui fournir des documents qui sont des retranscriptions, des CV, des sites web, des plaquettes, des documents comptables, etc. Et je n'ai pas encore essayé, mais je pense qu'on doit pouvoir lui demander de faire un récit chronologique à partir de l'ensemble de ces documents. Et puis après, il y a tous les développements qu'on peut faire en termes d'analyse, parce que ChatGPT, il sait faire aussi, ces grands modèles, ils savent aussi faire des statistiques. Donc, à mon avis, on n'est pas loin de pouvoir confier beaucoup des tâches et de regarder, en fait, bien évidemment, quelle est la production et en quoi elle diffère, ou pas de ce que nous, on aurait fait. Donc, moi, les prochains tests que je vais faire, c'est de lui faire recoder des entretiens que j'ai déjà codés, et donc de lui faire créer des bases de données à partir de matériaux déjà codés. Après, je pense qu'on pourra aussi plus tard, moi je ne sais pas encore faire, mais bientôt peut-être que je saurai faire ça, c'est-à-dire l'entraîner à coder et en lui donnant finalement des résultats. Et puis pour qu'il puisse ensuite avoir la même logique de codage que ce qui a été fait par ailleurs dans d'autres enquêtes. Voilà, je laisse la parole à Quentin. Ou à des questions s'il y a besoin de clarification. Écoute, merci Grégory pour cette présentation de cas et cette ouverture et cette question sur l'utilisation des intelligences artificielles génératives qui posent effectivement des différentes questions. Quentin, là, du coup, j'arrive à te passer la rôle de présentateur. Donc, tu vas pouvoir te faire défiler la présentation. Voilà. Bon, j'ai que 2 slides, donc j'étais encore plus court que mes camarades. On aura le temps d'échanger ensuite. Alors, voilà. Vas-y, on t'écoute, Quentin. Alors, j'ai 2 slides, mais des fois, je parle beaucoup, donc c'est pour ça que j'essaie de concentrer le nombre de slides. Mais donc, déjà, beaucoup de choses ont été dites. Peut-être dire déjà que je suis très heureux de me joindre à mes 3 camarades
et en particulier à Michel, parce que je pense qu'il a beaucoup contribué à l'émergence de cette méthode. Et pour moi, qui ai fait mes études en économie, hein, quand j'ai lu l'article de Michel et Barthes 2008, c'est pas le premier article où ils utilisent les narrations quantifiées, mais j'ai eu un peu une épiphanie là. Je me suis dit, tiens, il y a des gens qui font des choses intéressantes en allant voir des gens et en utilisant le quanti un peu différemment que l'habitude que j'avais de l'utiliser. Donc j'invite, parce que c'est pas mal ce qu'on raconte, tout ça, mais j'invite aussi à aller lire les articles qui se sont inspirés de ces méthodes ou qui les ont développées, parce que c'est aussi en lisant en concret qu'on comprend vraiment à quoi ça peut servir. Donc je conseille notamment cet article de Michel et Jean-François Barthes. Donc moi, je vais juste donner une petite illustration de ce qu'on peut faire peut-être avec cette méthode. Et moi, je l'ai utilisée peut-être de manière un peu différente, ou en tout cas, peut-être qu'on l'utilise d'ailleurs tous de manière un peu différente. Elle est assez plastique. Moi, je me suis intéressé aux entrepreneurs. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est le travail de thèse, mais j'ai continué ça ensuite à l'INRAE durant un postdoc sur les créations d'entreprises dans le champ agricole. Et donc, le processus qui m'intéressait, en l'occurrence, c'était les créations d'entreprises. Donc, rien de très original, parce que c'est quand même un sujet largement traité par mes trois autres camarades. Et donc, moi, c'était dans le contexte marocain où j'ai fait ma thèse au Maroc sur notamment les startups, l'entrepreneuriat innovant. Et ce qui était intéressant quand j'ai fait ma thèse à la fin des années 2010, c'était que c'était quelque chose de relativement nouveau et que donc je voyais bien qu'il y avait des inégalités, des dynamiques un petit peu sociales derrière ces créations d'entreprises, où tout le monde n'avait pas les mêmes moyens pour créer ces entreprises et tout le monde ne pouvait pas arriver à ces créations. Et donc, je me suis intéressé en fait aux relations sociales en me disant que forcément, ceux qui avaient des relations sociales et qui arrivaient à bien les mobiliser pendant la création de leur entreprise, potentiellement, ils avaient des entreprises plus durables, plus performantes, ou tout simplement, ils arrivaient à créer des entreprises alors que d'autres n'y arrivaient pas. Donc, c'est ça qui a donné un petit peu le contexte à l'analyse. Et très vite, je me suis dirigé, en fait, pour essayer de regarder le réseau des entrepreneurs, je me suis dirigé vers la méthode des narrations quantifiées, parce que les méthodes qui existaient à l'époque, notamment les questionnaires, donc ce qu'on appelle les générateurs de noms, par exemple, donc peut-être que tout le monde ne connaît pas ce type de questionnaire, mais en gros, on demande aux gens, c'est un questionnaire, souvent c'est à la fin d'un autre questionnaire, type enquête emploi, enquête ménage, ou etc. Et on va demander aux gens les ressources qu'ils ont pu obtenir dans tel et tel contexte. Et en fait, il y avait quelque chose que je trouvais insatisfaisant avec ces méthodes-là, c'est que pour avoir travaillé dessus, ces données souvent, c'est qu'on arrivait à très peu de gens, en fait. Puisque quand on pose la question à quelqu'un, qui allez-vous voir si vous avez besoin d'argent, on va citer son père, son voisin à la limite, et puis on va citer 3-4 personnes. Et en fait, la méthode des narrations quantifiées, en amenant le récit, donc en rentrant par le processus et en faisant narrer le processus aux acteurs, en fait, on se rend compte qu'on rentre sur un nombre beaucoup plus important d'acteurs qui sont complètement invisibilisés quand on pose des questions beaucoup plus frontales. Et donc, pour moi, une des grandes qualités de cette méthode, c'est justement de faire émerger le souvenir par le récit plutôt que par la question directe dans les générateurs de noms, etc. Et donc, on peut faire la comparaison, mais moi, j'arrivais sur mes enquêtes à faire sortir 20 personnes qui sont intervenues sur une création d'entreprise, alors que par générateur de noms, on pourrait en avoir 3 ou 4. Quoi. Donc, évidemment, on montre une toute autre réalité sociale de cette manière-là. Donc, moi, c'était un peu réadapté parce que je n'ai pas été aussi rigoureux que mes camarades, notamment, je n'ai pas croisé les entretiens parce que j'étais sur des entreprises naissantes, donc très souvent, il y avait quand même un fondateur qui était facilement identifiable. Tout ça pour dire qu'effectivement, on étudie un processus, mais on peut se baser très fortement sur la personne qui est centrale dans ce processus. La méthode des narrations quantifiées permet quand même de s'écarter de cette personne et de voir qu'elle n'est pas toute seule et qu'il y a plein d'autres acteurs qui interviennent. Et moi, deuxième élément, c'est que je les ai couplés, ces entretiens, je les ai couplés à des entretiens biographiques. Donc, en fait, je pense qu'on peut faire les deux. On peut faire des entretiens purement narration quantifiée, on essaie vraiment de revenir sur le processus. Et en même temps, on peut, dans la suite de l'entretien, ou parfois en relançant, on peut aussi interroger plus largement l'enquêté sur sa trajectoire en dehors du processus ou sur d'autres thématiques même. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on peut articuler à des entretiens plus classiques. Donc, ce qui me permet de pointer un deuxième avantage à cette méthode, notamment c'est valable pour tous les chercheurs qui nous écoutent, mais en particulier, je pense, pour les doctorants et doctorantes, c'est que
L'ambition des narrations quantifiées, c'est d'arriver à un matériau quantifié, donc qu'on va pouvoir traiter de manière statistique, descriptive ou autre, et d'avoir aussi un matériau qualitatif. Donc Nathalie l'a très bien dit, on peut faire des allers-retours entre les deux. Je trouve que c'est très pertinent pour les doctorants et les doctorantes parce que du coup, avec le même matériau, on peut traiter deux matériaux différents, à la fois les stats et à la fois un matériau quali. Et on sait qu'aujourd'hui, ben voilà, on incite à réduire la durée des thèses, mais en même temps, on veut que les doctorants y fassent plein d'enquêtes. Et je trouve que les narrations quantifiées, ça se prête assez bien à ce souci d'efficacité où on veut à la fois montrer qu'on est capable de faire un peu de quanti, un peu de quali, et en fait, on peut décliner le matériau assez facilement. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là, d'un point de vue un peu pragmatique. Et donc, pour en revenir sur mon cas, la finalité, ça a été que j'ai fait mes entretiens avec des entrepreneurs. J'ai identifié ce processus de création d'entreprise et j'ai pu identifier 460 lignes dans mon tableur, donc les 460 lignes étant chaque séquence d'accès à une ressource. Donc, j'avais 46 entrepreneurs. Je n'ai pas codé pour 46, j'ai codé pour je sais plus combien, mais du coup, j'avais autour de 15 ressources par entrepreneur. Donc, c'est ça, mon unité d'analyse ensuite sur le plan quantitatif, c'est chaque séquence d'accès à une ressource. Donc voilà, j'ai un tableur avec 460 lignes qui sont mes ressources, et puis j'ai mes variables. Sur chaque séquence, j'ai le type de ressources auxquelles l'entrepreneur a pu avoir accès. Est-ce que c'est un financement? Est-ce que c'est un conseil? La personne qui lui a donné la ressource? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un voisin? Etc. La chaîne relationnelle, est-ce qu'il y a eu besoin d'intermédiaires pour accéder à cette personne? Etc. etc. Donc moi, je ne suis pas passé par NVivo comme Nathalie. J'ai fait ça de manière un peu bête et méchante à la main. Mais ça va assez vite aussi, puisque quand on a notre récit avec les séquences, après, c'est très facile de coder et d'aller rapidement dans le tableur. Et donc, on peut faire, une fois qu'on a ce tableur avec ces 460 lignes, on peut faire soit des statistiques descriptives, c'est ce que, si vous lisez l'article de Grossettier-Bart, il y a des choses déjà très intéressantes qu'on peut montrer juste en faisant des tableaux croisés, où on peut faire des choses type analyse multivariée. Ça, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ma thèse et que je vais vous montrer. Donc, en gros, ce que j'ai essayé de faire, une fois que j'avais ce matériau de 460 ressources, j'ai essayé d'expliquer pourquoi certains individus, donc toujours dans une optique de comprendre les inégalités d'accès à l'entrepreneuriat, j'ai essayé d'identifier pourquoi certains individus avaient des chaînes courtes alors que d'autres avaient des chaînes longues. On peut supposer que les individus qui ont des chaînes longues, ça veut dire qu'ils n'ont pas les ressources facilement accessibles auprès d'eux et qu'ils sont obligés de passer par des intermédiaires pour accéder à des ressources auxquelles d'autres peuvent accéder beaucoup plus facilement. Donc, c'est ça que j'ai essayé d'expliquer. Ma variable dépendante, c'est pourquoi certaines séquences d'accès, c'est une chaîne longue, pourquoi d'autres, c'est une chaîne courte. J'ai fait d'autres modèles où j'ai essayé d'expliquer pourquoi parfois on va solliciter un lien fort et parfois un lien faible. Pourquoi on va solliciter tel type de lien ou tel type de lien. Donc, en fait, on peut faire plein de choses comme ça. Et pourquoi j'ai fait une analyse multivariée? Parce qu'il y a plein de facteurs qui peuvent avoir une influence sur le degré de la chaîne. 3 en particulier, ça peut être déjà le type de ressources. Donc, moi, j'ai identifié un certain nombre de ressources auxquelles ont accès les entrepreneurs. C'est des choses qu'on retrouve fréquemment dans les créations d'entreprises, donc le soutien moral, le financement, du travail ponctuel, une aide matérielle non financière, des conseils, etc. Il est évident que le type de ressources va avoir un effet sur la longueur de la chaîne. Quand on demande du soutien moral, on ne va pas passer par 12 intermédiaires, on va vers des gens qu'on connaît. Par contre, le financement, on peut plus facilement passer par 2-3 intermédiaires pour trouver quelqu'un qui va bien vouloir nous financer. Donc ça faisait partie des premières variables indépendantes. Il y a aussi les caractéristiques de l'entrepreneur qui peuvent expliquer qu'il a des chaînes plutôt courtes ou longues. Les entrepreneurs qui ont plus d'expérience, qui sont mieux insérés dans les réseaux, peut-être qu'ils ont des chaînes plus courtes que les autres. Et puis, il y a des variables temporelles, puisque ça, Michel l'a bien montré, c'est qu'au fil du temps, c'est ce qu'on appelle un processus de découplage où les relations personnelles ont tendance à moins intervenir dans les processus d'accès aux ressources. Et donc, c'est ça que j'ai essayé de faire à travers mes données, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui avait une influence sur la longueur de la chaîne. Donc, vous voyez les 3 catégories là, dans le petit tableau que je vous ai mis, les 3 catégories de variables. Et donc, on constate des choses qui ne sont pas très surprenantes, en fait. C'est qu'il y a des variables qui réduisent la longueur des chaînes. Donc, par exemple, quand on veut du soutien moral, comme j'ai dit, on a des chaînes plus courtes qu'en moyenne. Ça paraît logique. Quand on veut être soutenu par quelqu'un, c'est des gens qu'on connaît, donc on n'a pas besoin d'intermédiaire. Par contre, aller trouver des conseils de gestion,
vous voyez que c'est un coefficient positif, donc ça augmente la taille des chaînes, puisque ça, c'est des conseils très spécifiques, et qu'on peut imaginer que les individus, ils sont obligés de sortir de leur réseau social proche pour trouver cette ressource. Pareil, si on regarde des variables sociodémographiques, là, c'était pour l'analyse des inégalités, par exemple, on constate que les individus issus des classes moyennes supérieures ou supérieures, ils ont des chaînes plus courtes que ceux qui viennent des milieux plus populaires, sans doute parce qu'autour d'eux, ils ont des gens qui leur permettent plus facilement d'accéder à des ressources, alors que quand on vient d'un milieu populaire, il faut faire des liens, faire des chaînes beaucoup plus longues pour accéder à des ressources sociales. Donc voilà, peut-être je m'arrête là, c'était pour donner un peu une illustration de ce qu'on peut faire une fois qu'on a ce matériau où on a des séquences d'accès et toutes les choses qu'on peut coder en fait dans ces séquences d'accès. Donc voilà, s'il y a des questions plus précises sur comment coder, quoi coder, que faire avec ce codage, etc., je pourrais revenir dessus, mais c'était pour donner une petite illustration. Bien, merci Quentin. Je ne sais pas s'il y a des questions de la part des participants ou des participantes. Alors, sans trop rentrer dans les détails, mais ton unité d'analyse, c'est l'accès aux ressources. L'accès aux ressources, tu les obtiens à partir des personnes que tu as interrogées. Et il n'y a pas est-ce que le niveau individuel, tu le contrôles pas alors, j'ai un peu, c'est une question là vraiment qui est analyse de relations personnelles et de niveau individuel, niveau relation. Mais je pense que j'ai une autre question qui est là, tu nous présentes ton tableau très propre et simple et qui est très facile à lire. Mais derrière, est-ce qu'il n'y a pas eu un énorme travail de définition des catégories et travail d'autant plus important que ton échantillon était petit. Par exemple, là, le fait de mettre le seuil à 2 ressources pour faire une variable binaire oui-non, est-ce qu'en fait, quelque part, c'est peut-être même un peu une question qui va s'adresser à tous les participants, on voit bien l'idée de faire du quanti à partir de données d'entretien pour lequel du coup vous contrôlez vraiment les questions, la production des données. C'est sûr qu'on n'est pas du tout dans un système de questionnaire où des fois l'individu pourrait interpréter les questions ou les modalités de réponse. Mais pour le coup, alors c'est pas un entre-deux entre l'enquête par entretien, l'enquête par questionnaire, mais est-ce que des fois, ça ne donnerait pas envie d'aller plus loin et de refaire une enquête par questionnaire pour avoir plus de données? Ou la question qui est derrière, c'est est-ce qu'au final, vos données quantitatives sont suffisantes pour aller aussi loin qu'on le souhaite, ou est-ce que des fois, vous n'êtes pas dans des situations où, de par les effectifs que vous avez, c'est des situations un peu bancales, quoi. Je peux peut-être essayer de commencer une réponse, je sais pas. Quentin, tu peux peut-être parler de ton expérience d'abord, et puis après vas-y Michel, vas-y. Non, mais c'est sûr qu'on jongle entre des unités d'analyse différentes qui sont interreliées. Donc, par exemple, les séquences d'accès aux ressources concernent des processus. Il y a plusieurs séquences pour un même processus. C'est un peu le même problème que dans les études de réseau personnel où on a plusieurs relations pour une même personne. Donc, après, on peut contrôler ça en faisant des modèles multiniveaux. On peut évidemment rentrer plus précisément dans les données pour vérifier les effets de l'unité d'analyse englobante. C'est-à-dire, évidemment, quand on fait l'analyse des séquences d'accès aux ressources, on contrôle par l'entreprise ou l'histoire concernée pour voir s'il y a un effet, si c'est pas un seul cas qui génère l'essentiel des résultats.
Évidemment, on fait très attention à ça. On joue sur une ambiguïté. En général, il n'y a pas de problème, hein, honnêtement. C'est un peu comme dans les analyses de réseau personnel où dans Social Networks, on t'oblige toujours à faire des modèles multiniveaux, mais ça sert à rien parce qu'il n'y a jamais d'effet. Ça change jamais les résultats par rapport à des stats plus simples sur les relations. Mais bon, on a tous l'habitude maintenant, on le fait, donc voilà. C'est plus rigoureux. Donc c'est un peu la même chose. Alors la difficulté, enfin c'est pas une difficulté. Un des intérêts d'ailleurs, c'est que avec les séquences d'accès aux ressources ou des choses de cet ordre-là, avec une centaine de cas, nous on avait 3000 séquences d'accès aux ressources. Quentin avec une trentaine ou une quarantaine de cas, il avait 400. Donc on peut faire des stats quand même. Mais effectivement, il faut être conscient des risques d'effets comme ça, d'interdépendance entre les éléments. Et donc, il faut être un peu, il faut être un peu attentif au niveau des statistiques. Je voulais en profiter pour dire, par rapport à ce qu'a dit Grégory, qui a pu avoir des discussions avec des collègues de l'INRA ou d'autres collègues sociologues sur le fait qu'on ne regardait pas les personnes. Si, en général, on le fait. Enfin, tu le fais très bien, Grégory, d'ailleurs. Mais nous, typiquement dans les créations d'entreprises, on avait un fichier sur les entreprises, un fichier sur les personnes, sur les fondateurs, avec l'âge, le sexe, l'origine sociale, le type de diplôme, le parcours professionnel, etc. Un fichier sur les séquences d'accès aux ressources, et puis on avait même commencé à faire, bon, on l'a pas terminé, mais on aurait pu très bien faire une analyse, un fichier de relations, c'est-à-dire de relations interpersonnelles. Donc, en fait, le problème, c'est que pour les sociologues, ça oblige à faire une gymnastique qu'ils ne sont pas habitués à faire. Parce qu'ils sont habitués à avoir une personne, un entretien ou un questionnaire. Et donc, évidemment, une fois qu'on sait faire cette gymnastique, les choses deviennent beaucoup plus simples. Mais il y a un petit effort à faire. Alors, du coup, il y a des collègues qui calent un peu par rapport à ça. Mais bon, ça fait partie. Dès qu'on essaie de faire quelque chose d'un peu plus compliqué que la moyenne, évidemment, c'est toujours ce qui peut se produire, quoi. Voilà. Peut-être juste pour compléter. Voilà, vas-y, Quentin. Parce qu'il y avait beaucoup de questions dans ta question, Benoît. Donc, la première, c'était, j'ai l'impression, sur le côté arbitraire des catégories, où tu dis là, je mets d'un côté chaîne longue, chaîne courte. Bon, ça, c'est pas propre à ce cadre-là. Donc, en fait, je considère que quand il y a un intermédiaire, c'est une chaîne longue. Quand il n'y a pas d'intermédiaire, c'est-à-dire que je connais déjà la personne qui va me donner la ressource, c'est une chaîne courte. Bon, j'aurais pu prendre degré 3 ou degré... de toute manière, quand on fait du quanti, on est obligé de faire ça. Je pense par contre qu'on est face à tout problème de chercheurs et de chercheuses en sciences sociales qui est l'arbitrage entre quantité et qualité des données. Nous, on est sur un nombre plus faible de données, mais par contre, on maîtrise parfaitement le codage de nos données. Donc, on sait parfaitement ce qu'on a mis derrière la catégorie financement, conseil de gestion, etc. Et comme le disait très bien Nathalie, si demain ça ne nous plaît pas, on peut aller recoder en se disant, bah, tiens, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait telle ressource, je ne l'avais pas identifiée comme une ressource, je peux retourner dans les entretiens pour la recoder comme une ressource. Donc moi, là, de ce point de vue-là, je trouve qu'on est dans une qualité des données qui nous permet vraiment de répondre aux questions auxquelles on a envie de répondre. Après, sur la partie purement quanti, tu as raison, c'est-à-dire que là, moi j'ai 40 individus, j'ai 400 ou 500 ressources. Il est évident qu'il y a une corrélation, il y a un même individu qui a plusieurs ressources. Alors, j'ai fait des trucs genre effet fixe, individu, etc. pour faire les choses qu'aiment bien les économistes. Quand on réfléchit en termes de séquences, c'est un peu moins important parce qu'en fait, on se dit il y a des logiques sociales qui dépassent le cadre purement individuel, puisqu'en fait, on est sur des processus sociaux. Et ce qu'on constate d'ailleurs, c'est que peu importe les individus, souvent on a les mêmes processus qui arrivent. Donc ce que Michel a appelé le découplage, le fait que les relations sociales, elles interviennent moins, en fait, c'est assez peu dépendant des individus. Donc chez certains, ça va arriver plus vite, chez d'autres plus tard, etc. Mais on va observer ça dans toutes les situations. Donc effectivement, je m'émancipe un petit peu de la catégorie individu pour aller plutôt sur la catégorie... Mais tout ce que tu suggères a fait que les économistes n'étaient pas totalement d'accord avec ce que j'ai fait. D'ailleurs, il y a plein de sociologues qui ne sont pas d'accord non plus. Mais voilà, c'était pour montrer un exemple de ce que permet de faire cette méthode. Après, il faut être capable de le justifier.
Ouais, c'est une manière de lancer la discussion, hein, parce que cette dernière diapo, l'entrepreneuriat au Maroc, il y a pour moi vraiment quelque chose qui est, il y a un tableau statistique qui raconte une histoire, alors c'est pas, qui montre un phénomène social, un processus social, et c'est super d'arriver à ça. C'est-à-dire que je pense que c'est le résumé de ton article qui est là, qui est présenté de manière synthétique, et c'est vrai que on le sait tous et on en parle peu de ce moment où on doute sur nos catégories, on les refait, on bouge le seuil. Et c'est vraiment tout ce travail-là qui, des fois, quand on a le résumé sous les yeux, tout ce travail-là échappe un peu. Donc, enfin, voilà, c'était vraiment une manière de lancer la discussion. Grégory, il y avait une demande de précision là, dans le chat de Laurent Chaumel, mais qui doit nous quitter. Mais tu peux revenir sur la manière dont tu réécris tes scripts pour faire travailler ton ChatGPT pour tenter de reproduire la méthodo. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, en fait, alors, je fais écrire, parce que moi, je ne sais pas écrire forcément très, très bien en langage OWL, là, qui est le langage, qui est un des langages pour écrire des ontologies. Mais donc, je fais écrire à ChatGPT un fichier OWL en fonction, en fait, justement, des définitions que je donne des concepts. Donc, je lui donne des définitions qui sont selon, en fait, la thématique du processus qui est étudié. Si on est dans le champ des entrepreneurs, on va avoir un créateur d'entreprise, on va avoir peut-être des conseillers ou des consultants, on va peut-être avoir un banquier, on va avoir différents types d'acteurs. Donc, en fait, on lui donne cette typologie d'acteurs qui sont en fait les acteurs qui sont spécifiques à notre terrain d'étude. Quand j'avais étudié là les producteurs ou quand on étudie les consommateurs qui changent de pratique alimentaire, on va avoir d'autres types d'acteurs. On va avoir des médecins, on va peut-être avoir des magasins, des boutiques, on va avoir des nutritionnistes, enfin, on va avoir d'autres types d'acteurs. Donc, en fait, on lui donne les types d'acteurs qui sont censés être dans les récits, et puis on lui donne aussi les types de ressources qui sont dans les récits. Donc, c'est à partir en fait du savoir qu'on a collecté pendant les entretiens qu'on est capable de dire sur ce terrain-là, dans la création d'entreprise, par exemple, il va falloir à un moment des clients, il va falloir à un moment des fournisseurs, il va falloir à un moment peut-être des financements ou un local, des salariés. Donc ça, on lui dit qu'en fait, il risque de trouver tout ça dans les récits. Et puis donc, une fois qu'on a bien expliqué tous ces concepts, en fait, qui vont être les concepts qui nous intéressent, on lui dit, tu vas analyser ce récit avec ce prisme-là, en ne s'arrêtant que sur ces concepts-là. Tu ne vas pas aller chercher autre chose, parce que ces modèles, ils aiment bien trouver des choses qu'on ne leur a pas demandé, ou bien quand on leur pose la question, ils aiment bien dire qu'ils ont une réponse. Donc ça permet un petit peu de contrôler ce qu'ils vont chercher. Et de dire tu ne chercheras que dans ce cadre-là et pas autre chose. Parce que si on lui demande, ce que j'ai déjà fait aussi plusieurs fois, et c'est intéressant de le faire comme ça aussi, si on donne le récit, qu'on demande à ce modèle de langage, cite-moi toutes les ressources, en fait, il va aller considérer comme ressources des choses qui vont être des compétences ou qui vont être des connaissances propres des individus, par exemple. Parce que nous, là, dans la manière dont on conçoit ces processus, tout ce qui est de l'ordre du capital, c'est-à-dire qui est déjà détenu par les individus ou par les collectifs d'individus, on ne les code pas. On considère que ce n'est pas une ressource, c'est quelque chose qui a du capital et qui est déjà acquis, quoi. On ne s'y intéresse pas. Alors que les modèles de langage, quand on leur parle de ressources, ils vont aller aussi chercher des choses qui sont des compétences ou bien des savoirs ou bien etc. Et du coup, quand on leur donne en fait ce cadre-là, il a tendance là à aller chercher que ce qui existe. Et du coup, ça permet d'avoir un résultat qui est similaire, mais pas exactement pareil, mais qui est similaire à ce qu'on aurait codé.
Et ça va beaucoup dépendre aussi, et ça rejoint ce qu'a dit Nathalie aussi, c'est-à-dire ça dépend de la manière dont on organise le récit. En fait, puisque le récit il est organisé de manière chronologique, et puisque le récit il est mis en forme par le chercheur, en fait, il est mis en forme avec une syntaxe qui est toujours un petit peu la même, où il y a un acteur, un mode d'accès, une ressource. Dans la phrase, c'est souvent comme ça qu'on l'écrit, parce que nous, on sait qu'on va coder de cette manière-là. Donc, on a toujours... en fait, c'est pour ça qu'il y a moins de risques de faire n'importe quoi, parce qu'en fait, le travail de pré-codage, c'est celui de la mise en récit par le chercheur, en fait, qui est une deuxième étape. Après la mise en récit par l'enquêté, il y a la mise en récit par le chercheur qui finalement vient déjà faire un pré-codage au travers de la manière dont il organise son récit. Et voilà, je ne sais pas si les collègues seront d'accord avec moi, mais du coup, entre ce pré-codage-là ou cette préfiguration du codage qu'on fait via le récit, plus l'ontologie qui est le cadre pour que le modèle ne sorte pas n'aille pas inventer autre chose, on s'en sort à peu près. Après, je voudrais signaler que c'est des tests. Hein. Par contre, je suis dans l'encadrement d'une thèse en informatique de Pape Ibrahim Athiam, là, à Toulouse et à Montpellier, en encadrement. Et du coup, d'ici quelques années, qui fait ce travail-là, pas avec les narrations quantifiées, mais avec d'autres qui sont sur les mêmes logiques de produire en fait des données structurées à partir de données non structurées, en gros. Et donc, je pense que dans les années à venir, on saura mieux faire, quoi. Mais déjà, je trouve que c'est assez intéressant et convaincant. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais j'avais une remarque à faire aussi sur l'idée d'articuler avec des questionnaires que tu avais, Benoît, et avec laquelle je suis d'accord. Hein. En fait, on a fait ce genre d'enquête au départ parce que c'est des données qu'on ne pouvait pas trouver, quoi, hein, tout simplement. Donc il faut aller les chercher par entretien, mais il y a des cas où une fois qu'on a repéré un type de processus qu'on peut systématiser, eh ben on peut passer à un mode de questionnaire où on sait qu'on aura des données beaucoup plus simples, plus sommaires, mais suffisantes pour faire des analyses. Donc on peut très bien naviguer dans les deux sens, quoi, hein. Et on avait tenté d'introduire des questions type chaîne relationnelle dans une enquête Ellipse avec Guillaume Favre sur l'accès à l'emploi et sur l'accès à des financements lorsque les gens ont besoin de disposer de prêts ou de choses comme ça. Et effectivement, ça permettait, en orientant les questions sur l'accès à des ressources via des intermédiaires, un ou deux, on n'était pas allé au-delà de deux, je crois, de capter des chaînes relationnelles. Ouais. Et on a fait un petit article là-dessus, d'ailleurs, dans la revue ARC. Revue spécialisée dans la des réseaux. Je pense, du coup, non, c'est aussi une question pour vous quatre sur donc là, voilà, vous avez pensé et mis en place une méthode. Vous avez, alors, tu peux discuter le terme d'innovation, mais en tout cas, vous avez dû certainement être face à des réticences, notamment pour des revues, c'est-à-dire que quelle a été en fait la réception de cette méthode dans des revues classiques de la sociologie ou de l'économie. Est-ce qu'il n'y a pas eu, c'est le coût un peu de l'innovation méthodologique, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez fait face à des difficultés particulières? La revue française Sociologie était plutôt sympa parce qu'elle a publié 2 articles fondés sur cette méthode. Donc il n'y a pas eu de problème majeur de ce point de vue-là. Social Network, ça a publié des choses sur les chaînes relationnelles, mais qui viennent pas de nous, mais qui sont reprises, influencées par des choses qu'on a fait, qui nous citent. Bon, là, dans l'analyse des réseaux sociaux, là, parce qu'on a 2 problèmes, disons à la fois. Il y a la question des narrations quantifiées comme type de méthode mixte Cali-Canti, et puis la théorisation des chaînes relationnelles comme approche particulière dans l'analyse des réseaux sociaux, qui commence à être un peu plus légitime dans le domaine d'analyse des réseaux, mais là aussi on part un peu
une situation, c'est pas standard, quoi. Donc ça fait 2 chantiers en parallèle, en quelque sorte. Mais en sociaux, je pense que ça passe assez bien. En économie, peut-être moins. Je sais que des collègues économistes ont eu à refaire des papiers. Donc Marie Ferru et moi-même, d'ailleurs, on a publié dans Économie industrielle, un papier qui finit par être très bien accepté. Je sais pas, Quentin, toi, tes expériences? Si, c'est exactement ce que tu soulevais tout à l'heure, Benoît, c'est-à-dire que ce qui bloque le plus avec les revues d'économie, on va dire plutôt les revues mainstream, c'est sur la taille de l'échantillon, quoi. Puisque comme on est sur une méthode artisanale, souvent en fait, on ne l'a pas trop peut-être précisé, mais c'est mieux quand c'est la même personne qui fait les entretiens. En tout cas, c'est plus difficile d'agréger des entretiens qui ne sont pas faits par la même personne parce qu'on ne va pas forcément coder les mêmes choses. Enfin, mais je crois que Nathalie et Michel, vous avez déjà fait ça. Mais en tout cas, bref, on reste sur quand même des échantillons qui sont faibles. Donc moi, les remarques que j'ai eues, c'était plutôt là-dessus. Et en économie, en tout cas, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui dans les revues dominantes, le surplus de qualité des données n'est pas compensé par la faible taille de l'échantillon, quoi. Et donc, en fait, c'est surtout ça. Et donc, on est dans la recherche de la pureté statistique, de la corrélation parfaite, sur des données qui souvent ne sont pas très bonnes, mais on préfère ça qu'avoir des bonnes données en faisant des corrélations un peu moins... Voilà, avec des écarts types et des erreurs types un peu plus grosses parce qu'on a des plus petits échantillons, quoi. Bon, ça fait partie des... mais c'est un fait, ouais. C'est un fait. Mais je pense que le blocage, il vient plus de ça, de la taille, que de la méthode en tant que telle de collecte des données qui, à mon avis, ne pose pas problème tant que ça, quoi. Moi, je peux quand même rajouter quelque chose là-dessus. Plus en colloque, je me rappelle de remarques sur le fait qu'on ne fait pas les récits de vie complètes seulement. Et donc, ça remet un peu en question la manière d'analyser les récits de vie de collègues. Donc, ça peut être vécu... je me rappelle d'un retour là-dessus qui n'était pas simple. Et en même temps, on ne fait pas que des stats seulement. Donc, on ne fait pas forcément des stats poussés. Donc, ça peut aussi être considéré comme pas si simple que ça. Bon, maintenant, c'est passé, mais je me rappelle qu'au moment de la soutenance de thèse, j'avais vécu des moments un peu... comment dire, pas confortable là-dessus, en colloque, parce que des gens qui disaient, mais qu'est-ce que vous faites soit l'un, soit l'autre, vous n'allez pas faire les deux. Donc, c'est pas si évident. Après, en s'appuyant sur les travaux de Michel et tout ça, ça donne une forme de légitimité aussi, je pense. Mais je pense en revanche, ce que je peux dire, c'est que vers l'extérieur, en dehors du monde académique, universitaire classique, j'ai expérimenté le fait qu'avoir une méthode qu'on peut présenter comme innovante et donne une forme de, comment dire, oui, te pose un peu les choses différemment, différencie d'autres bureaux d'études, par exemple, ou permet de se dire, on fait quelque chose de particulier, même si, de manière paradoxale, dès qu'on parle d'innovation en dehors du milieu académique, on s'attend à des retombées financières. Donc la question qui vient après, c'est et alors, ça va se vendre? Voilà. Mais sinon, c'est aussi un argument qui peut être mis en avant. C'est une forme de spécificité et de distinction par rapport à d'autres. Mais justement, là, tu parlais de la restitution des résultats. Par rapport aux enquêtés, j'ai une première question qui serait comment vous annoncez l'enquête? J'imagine que vous ne dites pas que ça va se faire en peut-être 3 ou 4 ou 5 entretiens, qu'il va falloir parler un peu de tout, voire dévoiler des processus stratégie, des choses qui peuvent du secret, je sais pas, industriel, de savoir-faire dans le milieu d'entreprise. Et du côté de la restitution, lorsque vous présentez, je sais pas, les schémas qu'on a vus avec Michel, cette espèce d'histoire un peu synthétique d'une entreprise ou d'un processus où on a à la fois des personnes, des capitaux. Est-ce que quelle est la réception un peu de ces schémas-là? Est-ce que les gens sont surpris de voir des choses? Est-ce que, comme on peut avoir des fois dans les relations personnelles où les gens, quand ils découvrent la structure de leur réseau pour la première fois, sont vraiment très surpris de vivre dans ce monde-là? Est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce que la réception se fait simplement
là-dessus. Donc, côté comment vous annoncez le terrain et puis comment, enfin voilà, qu'est-ce qui se passe sur la restitution des résultats? Je pense qu'on peut tous avoir des choses différentes. Sur les Fab Labs, je peux vous dire simplement qu'on a annoncé les choses de manière très, très transparente, en disant à la fois que ce serait un entretien collectif, que c'était pour mettre en évidence les réseaux, que ce serait partagé avec tous les membres de l'équipe et même du Red Lab, qui est le réseau des Fab Labs d'Occitanie. Donc voilà, on a été transparent là-dessus. Alors, on a montré le résultat. C'était intéressant de voir à la fois la réaction par rapport au réseau, mais aussi par rapport à ce qu'on a fait comme retour sur la manière dont se construisaient les partenariats. Et c'est drôle ce que tu dis, parce que j'en parlais justement avec un des enquêtés qui disait que depuis qu'on a fait ce travail ensemble, qu'il avait assisté à la restitution et qu'on avait partagé les analyses finales, il ne dit plus la même chose. Il dit plus je fais réseau, il dit je mets en réseau des gens différents. Et qu'il avait compris que c'était ça qu'il faisait et qu'il expliquait ça par rapport à notre travail. Voilà, c'est une expérience. Oui, moi je peux dire peut-être que pour les créations d'entreprises, mais enfin pour les relations source-industrie aussi, le premier entretien, on explique qu'on cherche à comprendre un processus, on rentre pas dans les détails. Enfin moi j'essaye de donner suffisamment d'informations aux personnes pour savoir de quoi on va parler, mais c'est après dans l'entretien lui-même qu'on rentre dans des choses plus précises. Par contre, si c'est un deuxième entretien ou un troisième après avoir vu d'autres personnes, on dit qu'on a vu les autres personnes. Je pense que c'est une précaution d'honnêteté, d'éthique vis-à-vis des personnes qu'on interroge, quoi. Et après, oui, la difficulté pour quand on renvoie les histoires, je l'ai dit tout à l'heure, parfois j'ai enlevé des passages parce que les personnes m'avaient confié des informations qu'elles n'avaient pas partagées avec leurs associés, par exemple. Et donc, enfin voilà, le b.a.-ba du métier, c'est quand même de ne pas faire disputer les gens entre eux. Donc, mais ça se passe bien, hein, franchement. Bon, après, on a plutôt... moi, les recherches auxquelles j'ai participé portaient plutôt sur des situations où les gens ont envie de se raconter quand même en général. C'est pas toujours le cas. Alors, les cas où c'est le plus difficile, c'est quand c'est des situations d'échec ou de difficultés, de souffrance, où là, il faut être très très comment dire, faire preuve de beaucoup d'attention aux personnes pour éviter les difficultés. Oui. Mais sinon, ça se passe très bien. Hein. Les gens racontent des choses que parfois on s'attendait, enfin, on leur demande pas. On peut pas aller très très loin dans les narrations pour le coup. Je peux peut-être ajouter ce que tu dis par rapport aux entretiens individuels. Donc moi, je fais des entretiens aussi sur des parcours professionnels, des cheminements professionnels, je préfère dire ça. Parfois, ça peut être pas évident, parce qu'il y a des gens qui se rendent compte en racontant ça, qui se sont mis en échec. Donc, j'ai choisi, il y a fort longtemps, de faire plutôt des entretiens rétro-chronologiques pour cette raison-là et pour une autre, c'est-à-dire pour éviter l'effet d'illusion biographique, c'est-à-dire de reconstruction a posteriori. Donc, je fais un type d'entretien un peu particulier, au lieu de leur dire « Bon, allez, vous allez me raconter votre vie depuis le lycée ». Je pars de là où ils en sont maintenant, et c'est un peu basé aussi sur des choses qu'on faisait sur les entreprises innovantes. Et ensuite, on reconstruit ce qui s'est passé avant, etc. Ça nécessite ensuite de retravailler l'entretien pour le remettre dans l'ordre. C'est pas si simple, mais ça évite aussi la mise en abîme, c'est-à-dire, je pense à quelqu'un en particulier, un entretien en particulier avec quelqu'un qui s'était rendu compte en le racontant que chaque fois, il s'était mis en échec alors qu'il avait des opportunités. Et donc, ça évite ça, quoi. Mais il faut adapter aussi la technique d'entretien aux circonstances, je pense, et à effectivement trouver un équilibre entre mettre les gens en danger ou en difficulté et l'intérêt de la recherche. Après, une chose, c'est vrai que Quentin, c'était une thèse, donc il a travaillé tout seul, mais on a travaillé à plusieurs avec Nathalie, Jean-François et d'autres. On s'en sort pas trop mal. Finalement, on avait peut-être moins de 5% des cas où on avait des doutes sur la façon de coder. Et alors, ça faisait des discussions assez longues et très, comment dire, très animées, avec beaucoup de café. Mais avec un minimum de bonne humeur et de café, on s'en sort très bien. Et finalement,
si on a une ontologie de départ assez claire, on n'a pas trop de mal à mettre ensemble des données collectées sur différents terrains. Par contre, ça demande effectivement en amont d'être un peu de savoir ce qu'on va chercher, quoi. Moi, j'ai travaillé aussi avec Fanny, qui était à l'époque étudiante en master et qui a fait une thèse après. Et elle disait, comme ce que tu disais, je ne sais plus qui disait ça, Grégory, c'est que ça avait structuré sa manière de travailler, en fait. Ça avait aidé le fait de travailler à plusieurs comme ça, sur les données, d'y revenir, de coder, etc. Ça l'a aidé pour la suite. Elle le dit souvent et je pense qu'effectivement, oui, ça prend un petit peu plus de temps, mais on y arrive et au contraire, on peut partager justement, on peut remettre les mains dans mes données et voir comment je les ai codées et me dire, vous êtes trompé. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on fait des analyses qualitatives, je trouve. Grégory, toi, du côté du monde agricole, est-ce qu'au niveau de la réception des résultats, je ne sais pas si tu as eu des retours ou pas? En fait, les retours sont souvent pendant l'entretien. En fait, le fait de positionner les gens sur un récit factuel autour des ressources, des besoins qu'ils ont eus, et moins sur les rationalités, les valeurs. En fait, ça perturbe un peu les gens. Parce que souvent, en fait, ces personnes qui sont... voilà, bon, je vais prendre l'exemple, que ce soit les producteurs ou qui vendent en circuit court, ou que ce soit d'autres cas que j'ai étudiés, des gens qui vont changer radicalement de pratique, sont des gens souvent assez engagés. Et en fait, quand il y a un sociologue qui arrive vers eux, ils ont envie de parler de leur engagement. Or, nous, en fait, on les fait toujours redescendre plutôt pas pourquoi ils le faisaient ou pourquoi ils ont fait ça, mais comment ils l'ont fait. Et donc, pour le coup, c'est plutôt des retours un peu perturbés au départ où voilà, on les fait, avec ces fameuses relances, on les fait aller vers mais qui vous a prêté l'imprimante, quoi. Alors que eux, ils ont envie de montrer qu'ils ont envie de changer le monde et que c'est des gens très engagés. Donc, parfois, ça, il y a un retour qui est finalement pas si... je décale peut-être un peu la réponse par rapport à ta question, mais il y a des fois un retour qui n'est pas toujours très, dans l'immédiat, qui n'est pas toujours très, très positif, quoi. On sent que les gens, ils sont parfois même un peu frustrés. Donc moi, souvent dans les entretiens, je les laisse bien montrer que ce sont des gens, je les laisse parler pour qu'ils me montrent bien que ce sont des gens très intéressants, très engagés, qui vont changer le monde. Mais en réalité, je n'ai pas besoin vraiment de ce matériau-là. Après, en termes de restitution, moi, je n'ai pas en tête j'ai pas en mémoire. Je sais que les récits, quand je les renvoie, des fois, les gens me renvoient un retour soit très positif, soit pas de retour du tout. C'est-à-dire souvent, on a beau les relancer, on se demande s'ils ont ouvert le mail ou s'ils ont... Donc, c'est mitigé, en fait. Il y a des gens c'est très intéressés par ce type de travail, et puis d'autres, finalement... mais pour certains, en fait, ce récit, c'est aussi une manière pour eux de garder une mémoire, une trace. Et c'est beaucoup plus lisible qu'une retranscription d'entretien, qui est souvent un peu difficile d'accès, alors qu'un récit mis en forme, c'est quelque chose déjà qui est une trace, en fait, pour les gens d'une période qu'ils ont traversée. Donc, ça peut les intéresser, oui. Bon, je vois l'heure qui passe. Enfin, je suis en train de me demander, est-ce qu'on pourrait se dire que finalement les narrations quantifiées sont une forme d'entretien pragmatique, mais ça ouvrirait un grand débat théorique et méthodologique. Mais donc je reparcours le chat. Et déjà donc, des gens qui commencent à nous remercier, à vous remercier, pardon. Je vous propose en fait de rester voilà sur ces présentations. Donc merci à vous les intervenants d'avoir pris le temps de nous présenter les narrations quantifiées. Merci aussi aux participants et aux participantes d'avoir été là pour
pour écouter et poser quand même des questions dans le chat. Pour la partie des tutos, donc on se retrouve le 13 mars 2025 avec Pierre Bataille pour discuter de l'échantillonnage par réseau. Et donc, merci à toutes et tous pour cette présentation et à bientôt dans les tutos, aux journées annuelles ou dans les écoles de formation de Maths SHS. Voilà, au revoir.